Tout à l'heure, tu parlais de l'être. Être n'est pas observable. Quelle est la différence avec le fait de mot verbe être, le sentiment d'exister, le sentiment d'être vivant? Est-ce que tu peux développer un peu Oui, là-dessus? je redis un petit peu la question parce qu'on ne doit pas D'accord. entendre de là-bas. Donc, c'est comment ton prénom déjà? Yufeng. U- Yufeng. Ufang? Oui, Ufang. oui. Ufang qui dit quelle est la différence entre le sentiment d'être et le sentiment d'exister. Hein. Sentiment d'exister et le mot être que Et tu le mot as être, expliqué. le vécu d'être. Hein. Oui. Alors c'est vrai que quand on dit exister, tout de suite on a tendance à se référer à notre structure corporelle, à nos sensations, à nos émotions. Oui. Hein. Donc notre sens de l'existence est tributaire de notre corps et de nos émotions. Hein. Le sens d'être ne dépend pas de nos émotions et de nos sensations corporelles. Donc, on va dire il y a deux aspects du je suis. Il y a le je suis pur qui n'a pas de forme, qui est la source de la félicité, de la joie, de la tranquillité. Et il y a le je suis qui prend forme. Donc le je suis qui prend forme, qui va prendre la forme d'un corps, d'un mental, d'un personnage, en général, dans notre sentiment d'exister, on fait référence à l'expression phénoménale de la conscience. Mais dans l'intuition d'être, fait référence à la dimension non phénoménale de notre être, c'est-à-dire ce qui n'est pas soumis au changement. Une sensation, ça naît et ça meurt. Une émotion, ça vient et ça part. Une pensée, ça apparaît et ça disparaît. Mais qu'est-ce qui n'apparaît pas, ne disparaît pas, ne naît pas, ne meurt pas, n'a pas de devenir? Une sensation, ça se transforme, une pensée, ça se transforme. Mais qu'est-ce qui est en dehors de la transformation? Alors, être fait référence à cette origine, à la source même du je suis. Est-ce que c'est être conscient? Être conscient, on est toujours conscient de quelque chose? Être confiant, c'est encore une identité, disons, projetée par notre mental intellectuel d'un personnage qui a confiance dans ce qui lui arrive. Mais être, c'est autre chose. Ne fait pas référence à rien. Être est sans support. Quand on en parle, notre mental va créer un concept d'être, une idée d'être. Mais le concept d'être, l'idée d'être n'est pas être. C'est une représentation, c'est un symbole. Comme la statue du Bouddha, c'est pas le Bouddha. Et c'est pas non plus la bouddhéité. C'est juste un symbole. Donc le concept d'être, c'est un symbole, c'est comme un miroir. Mais être est avant la naissance de la pensée. Donc c'est à partir de là que la pensée qui naît est expérimentée. Tu as la possibilité de contempler la naissance de la pensée. Ça veut bien dire que tu es avant, que tu es en dehors de la pensée. On peut contempler une chose parce qu'on est en dehors d'elle. On peut contempler une pensée parce qu'on est en dehors de la pensée. On peut contempler une émotion parce qu'on est en dehors de l'émotion. On en est le spectateur, si on veut dire. Le témoin silencieux. Et là, bon, on peut juste écouter, ah oui, et laisser agir. Il n'y a pas de démarche intellectuelle qui peut nous ramener à ce que nous sommes avant la naissance de l'intellect. Donc l'intellect y arrive à sa limite. L'intellect est un outil pratique pour organiser la vie quotidienne, pour l'orientation temporo-spatiale, mais il n'a pas d'utilité pour dévoiler notre vécu intime d'être, qui échappe
complètement à la pensée. Et donc, c'est vrai qu'on peut tourner notre regard, notre attention vers ce ressenti ou cette intuition d'être. Juste tourner le regard comme ça. Au lieu de regarder au loin, le regard se retourne vers son origine, vers lui-même. Comme si le regard pouvait regarder le regard. Pouvait regarder ce qui regarde, et on reste simplement en identité avec ce qui regarde, puisque à chaque instant, en vérité, on est ce regard qui contient le monde. Hein. Le monde, ce qu'on appelle le monde, c'est juste une perception. Si on laisse de côté le concept de monde, ce qu'on lit dans les journaux ou qu'on regarde à la télé, le monde, c'est juste une seule perception qui émerge dans le silence de mon être, dans cet instant, c'est tout. Il n'y a pas d'autre monde. Donc le monde se résume à une seule perception. Et mon corps, lui-même, n'est qu'une seule perception. Quand le corps est écouté, c'est une seule sensation, c'est une perception. Et ce qu'on appelle la conscience ou l'arrière-plan de la conscience, c'est le support dans lequel la perception vient apparaître. La perception comme l'écran blanc du cinéma. L'écran blanc du cinéma, il est lui-même, et il y a une image qui apparaît en lui, qui disparaît en lui. Ou le miroir. Le miroir, il est toujours lui-même. Il y a des reflets qui apparaissent en lui, qui disparaissent. C'est exactement pareil. Donc on donne comme analogie à la conscience la nature du miroir, dans lequel le monde apparaît, comme un reflet qui surgit dans le miroir. Si le miroir s'identifie au reflet, il va avoir un vécu qui va être rétracté, qui va être restreint. S'il se rappelle que sa nature de miroir est libre, qui ne dépend pas des reflets qui bougent en lui, ben le miroir va reposer, on va dire, en lui-même, dans sa quiétude, dans sa tranquillité. N'hésite pas à approfondir si ce n'est pas clair. Parce que quand le fait de dire que je suis, donc d'abord il y a la sensation qu'on Oui. sent. Bon. Après, il y a d'autres niveaux, on sait que je suis conscient de ça. Ok. Mais après, je suis bloqué. Donc, C'est ça. Pardon. Je sais que je suis confiant de cela. je suis conscient, pas conscient. Je suis confiant. Conscient. Conscient. Conscient, oui. Ah, je suis conscient de ça. Oui. Je suis conscient que je suis vivant, je suis conscient que j'entends des oiseaux. D'accord. Je suis conscient. Oui, il y a une différence entre être conscient et être conscience. Dans être conscient, il y a une division entre quelqu'un qui est conscient de quelque chose. Dans être conscience, il n'y a pas de division. Je suis conscience, c'est pas pareil que je suis conscient. Ça n'a rien à voir. Oui, dans je suis conscience, il y a unité. Dans je suis conscient, il y a division. Donc il faut bien faire la différence dans le vécu entre je suis conscient et je suis conscience. Et je suis conscience, c'est un concept. C'est un concept, mais qui pointe vers une réalité. C'est un pointeur, c'est un rappel. Ah, se laisser simplement saisir, se laisser prendre par ce rappel. Toute ton intériorité, alors, est abandonnée. Tu vois, le contrôleur qui veut tout contrôler, il est abandonné. Il se détend dans cette identité originelle. Il se résorbe dans cette identité originelle,
qui a la particularité de ne pas pouvoir être objectivé. Donc se laisser mourir, se laisser résorber dans cette identité originelle qui n'a pas de forme. Et ça, c'est on va dire, la source même du je suis. Ce qui précède le je suis. Parce que le je suis, c'est déjà une forme structurée par notre mental. Et ce qui est en amont du je suis. En amont de la perception. Un son apparaît, mais le je suis être est en amont de cette perception. Cette perception du son apparaît au sein de l'être-té, au sein de l'écoute. L'écoute, elle est toujours présente, hein. Ce qu'on appelle écoute ou présence ou conscience, c'est toujours là, ça ne change pas. Donc on laisse de côté tout ce qui change. Pensée, sensation, émotion, ça change, ça apparaît. On laisse de côté. On reste juste au plus près de ce qui est en dehors du changement. Et ensuite, bon, il peut y avoir un collapsus qui va se faire. Mais ça n'est pas une affaire de volonté. Tu vois, tu restes au plus près de ton être, si tu veux, mais il y a encore une division qui perdure, il y a quand même encore une distance. Et éventuellement, à un moment, il n'y a plus de distance. Le je et être sont devenus une seule et même réalité. Donc on reste simplement au plus près de cette intuition d'être, de ce ressenti sans forme d'être. Reste tranquille, là où il n'y a plus de mouvement. Du mouvement, mais dès que, après quelques secondes, le mental, il y a une pensée arrive. Voilà, il n'y a pas de problème, simplement on contemple comment la pensée apparaît, comment la pensée disparaît. Une pensée, elle prend son pouvoir par l'attention qu'on lui donne, par l'admiration qu'on lui porte. Mais si tu restes, entre guillemets, comme un spectateur détaché de ta pensée, la pensée, ça va juste être comme une mouche qui vole, ou un petit oiseau, un papillon. C'est juste une apparition, ça disparaît. La valeur de la pensée vient du fait qu'on prend la pensée pour une réalité. Quand la pensée dit « c'est bien », on croit que c'est bien. Quand la pensée dit « c'est pas bien », on croit que c'est pas bien. Quand la pensée dit « moi », eh ben, on s'identifie à ce « moi ». Et quand la pensée dit « ah, ça c'est l'autre », ben, on le localise comme un autre. Hein. Et donc notre fonctionnement mental est basé sur une sorte de fausse sécurité donnée par la localisation. Dès que mon identité, moi, est cadrée, Catherine, Jean-Marc ou qui on veut, il y a un sentiment de sécurité qui est l'impression d'être en sécurité. Mais c'est trompeur, parce que ça reste encore une forme projetée par notre mental. Et donc, toutes les pensées, au final, c'est juste de la lumière en mouvement, il n'y a rien dedans. Quand tu essayes d'attraper une pensée, il n'y a rien. C'est comme si vouloir attraper l'espace, l'éther, il n'y a rien. Et ça entraîne une réaction, le fait de penser un citron, on salive, le fait de penser quelque chose de triste, oui. on se crispe. Oui, exactement. C'est là où on se rend compte qu'on est devenu esclave de nos pensées, asservi, parce qu'on n'a pas vu qu'une pensée n'est pas la réalité. La pensée du futur n'est pas la réalité du futur, le futur est complètement inconnu en vérité. Personne ne sait ce qu'il va y avoir dans un millionième de seconde, on ne sait strictement rien.
pourtant, notre mental, quand il anticipe le futur, il programme, il va dire ah ben après-demain, je dois faire ceci et faire cela, mais c'est juste imaginaire. En vérité, on ne sait rien du tout.